Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Et aujourd'hui, une question explosive. Si le cash disparaissait, fini les billets et les pièces et places exclusives aux cartes, crypto-monnaies et autres euros numériques. Alors certains applaudissent au nom du progrès, mais d'autres redoutent le contrôle et la fin de l'anonymat. Progrès ou cauchemar, liberté ou contrôle, c'est ce que nous évoquerons avec nos invités. Le numérique pour tous spécial monnaie, numérique et surveillance, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir un expert des moyens de paiement du futur, on peut l'appeler ainsi, Alexandre Stashtenko. Bonjour Alexandre, vous êtes directeur de la stratégie Paymium et expert en blockchain et crypto-monnaie, il faut le dire. Alors Alexandre, en mai dernier, l'ancien ministre Gérald Darmanin suggérait la suppression de l'argent liquide comme solution pour éradiquer les trafics, comme notamment celui de la drogue ou d'autres criminalités. Selon vous, c'est un effet d'annonce ou c'est une véritable solution ? Non, je pense pas que ce soit une solution. Je pense que l'argent liquide est une garantie de démocratie parce qu'il préserve l'anonymat et donc il permet à des gens qui sont pas forcément dans la norme, qui veulent résister à la pression sociale, d'exercer des moyens de paiement. Et donc ce serait un peu comme dire sur d'autres sujets tout aussi graves, par exemple les violences conjugales, de dire pour les réduire on va mettre un policier chez tout le monde. Peut-être, mais on n'est plus en démocratie. Donc, il faut savoir faire des arbitrages. Et je pense que dans le cas de l'argent liquide, ce serait très dommage d'en arriver au point de l'interdire, alors qu'il s'agit d'une forme de garantie de liberté fondamentale. Mais vous n'avez pas le sentiment qu'on se trompe de combat ? C'est la vraie question pour vous ? Je pense qu'on peut toujours utiliser les moyens à notre disposition de la police et de la justice pour faire des enquêtes, pour remonter des traces, pour diligenter des choses contre des personnes sur lesquelles on a des soupçons et on a des faisceaux d'indices. C'est toujours comme ça que fonctionne la justice. On a un principe européen de proportionnalité où on doit appliquer des moyens qui sont proportionnés aux crimes et aux délits qui sont commis en face. Le fait de supprimer une liberté fondamentale parce qu'il y a une partie de la population qui commet des crimes et des délits, alors qu'accessoirement, il y a toujours eu des crimes et des délits, ça me semble pas être effectivement la solution adéquate. On entend souvent dire le cash c'est la liberté, pour payer sans laisser de traces. Pour vous, sa disparition serait une évolution normale à l'heure du numérique ou alors un vrai danger pour... Non, c'est un danger. Pour cesser la liberté pour deux raisons. La première, elle est très importante, c'est que le cash préserve la vie privée. Et la vie privée, alors même si on est dans une période où de plus en plus de gens se prennent à penser que si l'on n'a rien à cacher, on n'a rien à craindre, en fait ils font ce qu'on appelle l'erreur des pacifistes. L'erreur des pacifistes, c'est de croire que si on ne souhaite pas la guerre, eh bien le voisin ne va pas nous envahir. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils font l'erreur de la vie privée, c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est eux qui décident s'ils n'ont rien à cacher. Mais c'est pas eux qui décident. Si demain le gouvernement change drastiquement et passe à l'extrême qu'ils ne soutiennent pas, d'un seul coup ils ont beaucoup de choses à cacher. Et donc on doit se permettre d'avoir cet espace de respiration, puisque la vie privée est à la fois consacrée dans la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte européenne des droits fondamentaux, et certains la considère comme une liberté fondamentalement fondamentale, puisque toutes les autres n'existent pas. On ne peut pas constituer de citoyens libres et politiquement émancipés si on est tout le temps victime de pression sociale. Et donc ça, c'est la première raison pour laquelle le cash est important. La deuxième, c'est la bancarisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les sociétés numériques, on a évolué depuis une cinquantaine d'années vers une bancarisation quasiment totale. En France, c'est devenu quasiment impossible d'avoir une vie sociale sans compte bancaire. On ne peut pas toucher son salaire au-dessus d'un certain montant. On ne peut pas se domicilier. On ne peut pas lancer de parti politique ou de campagne, je suis bien placé pour le savoir, si on n'a pas de compte bancaire. Et ça, c'est assez dramatique parce que ça veut dire, et en particulier en France, puisque l'industrie bancaire est particulièrement concentrée, on a 5 banques qui possèdent 90% des actifs du pays, c'est très difficile si on ne peut pas avoir d'espace qui permettent de faire sans les banques, qui permettent de payer sans avoir demandé l'autorisation de quelqu'un. Ça contribue de ce même espace de respiration démocratique. Sinon, et je terminerai par là, eh bien, on va voir de plus en plus, de façon récurrente, ce qu'on a déjà vu au Canada, en Inde, au Royaume-Uni, c'est-à-dire des opposants politiques, des manifestants, certains partis politiques qui se voient fermer leur compte bancaire de façon arbitraire au milieu d'une campagne législative ou d'une manifestation, alors même que bien 2 ans après on apprend que c'est anticonstitutionnel, mais oui, mais c'est trop tard, la manifestation s'est arrêtée, le parti n'a pas pu faire campagne, et donc on sort de la démocratie d'une certaine façon. Le corollaire, c'est l'euro numérique, Alexandre, qui arrive à grands pas. Là aussi, on peut dire que c'est un outil de surveillance qui s'approche. C'est surtout un outil où personne n'a intérêt qu'il sorte, les citoyens pour des raisons politiques de surveillance, les banques pour une question de concurrence monétaire, où elles risquent d'avoir la banque centrale qui vient concurrencer la qualité de leur monnaie, donc une fuite des dépôts, et la banque centrale qui n'a pas envie de s'improviser banque commerciale et d'ouvrir des comptes pour 450 millions de personnes. Donc je pense que personne n'y a intérêt.
et donc ça n'a aucun intérêt à sortir. Les seuls exemples qu'on a dans le monde aujourd'hui, c'est la Chine. Et accessoirement, j'aime bien être en retard sur la Chine, sur ce genre de sujet. J'estime que c'est une forme de poursuite du crédit social et qu'on ne veut pas le voir en Europe. Certains disent qu'en un clic, on pourra couper les comptes avec cette maîtrise justement et un C'est tel euro théoriquement numérique. déjà le cas, via les comptes bancaires simples, on peut geler des avoirs. C'est encadré par la loi, donc on espère que ce ne sera pas utilisé de façon démesurée. Mais c'est théoriquement déjà le cas et c'est un des avantages pour le coup de Bitcoin, c'est que c'est incensurable. On ne peut pas me fermer mon compte Bitcoin si jamais je décide de partir avec ou de faire autre chose. Alors merci pour la transition puisque vous êtes un expert des crypto-monnaies et donc notamment du Bitcoin. Selon vous, cette monnaie peut devenir un refuge pour les épargnants français en cas de redeffondrement de l'euro ou quand bien même voudrait-il quitter la France ? Oui, ça peut l'être, parce que justement, la caractéristique principale de Bitcoin, c'est qu'il n'est pas censurable. C'est un actif qu'on possède vraiment en propre. Dans le système bancaire traditionnel, tout ce que vous possédez en ligne, c'est pas vous qui le possédez, c'est la banque qui le possède pour votre compte. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous demandez l'autorisation. Quand vous faites un virement, vous demandez une autorisation. Quand vous faites un prélèvement, vous demandez une autorisation pour utiliser votre argent. Dans le cas de Bitcoin, c'est pas pareil. C'est votre argent, c'est vous qui le possédez. Vous en avez la clé et personne d'autre. Donc, ça veut dire qu'en cas de problème, effectivement, c'est un outil qui est particulièrement utile pour soit partir, soit envoyer de l'argent sans demander l'autorisation. Et on voit que l'utilisation de Bitcoin progresse particulièrement dans les pays qui ont une absence de confiance dans les pouvoirs en place, que ce soit au Liban, en Turquie, au Venezuela, en Argentine. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on le souhaite, qu'il y ait une crise ou quoi, mais c'est une forme de protection qu'on peut prendre pour effectivement anticiper le scénario du pire. Alexandre, vous parlez du Bitcoin puisque vous en êtes un expert. Selon vous, l'ensemble de nos auditeurs pourraient se munir facilement de cette monnaie ou alors il faut quand même avoir une certaine éducation économique ? Non, tout le monde peut s'en approprier. Il suffit de recevoir un paiement en Bitcoin. L'utilisation de Bitcoin passe par des applications sur mobile. Donc, si vous savez télécharger une application, normalement, vous savez vous en servir. Après, dans le principe de Bitcoin, il y a une forme de responsabilisation de l'individu. Dans le cas des comptes bancaires que j'évoquais juste avant, en fait, vous perdez votre mot de passe, c'est pas grave puisque c'est la banque qui gère les comptes. Si vous perdez votre mot de passe Bitcoin, vous avez tout perdu. Donc, c'est plus à comparer à une forme de portefeuille que vous auriez sur vous avec du liquide. Si vous le perdez, c'est tant pis pour vous. Mais au moins, vous n'êtes pas censurable. Donc, c'est théoriquement accessible. Il faut quand même s'éduquer un petit peu. Merci beaucoup Alexandre Stachenko. Je rappelle que vous êtes directeur de la stratégie Pemium. Restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants dans le numérique pour tous sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale Monnaie du futur et surveillance numérique, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne. Merci beaucoup Madame la sénatrice d'être parmi nous aujourd'hui. Alors j'ai envie de vous poser la question pour commencer. Éliminer les billets, donc notamment les monnaies fiduciaires, est-ce vraiment frapper les réseaux criminels ou juste un affichage politique ? Alors en plus, l'intervention de Gérald Darmanin a été faite le dernier jour de la dernière minute de la commission d'enquête que j'ai menée au Sénat sur la criminalité organisée. Et après l'audition du ministre, enfin en fin d'audition, on lui a dit, comme on a demandé à tous nos intervenants, enfin monsieur le ministre, est-ce que vous avez une préconisation pour essayer de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée ? Il aurait pu nous dire 50 000 choses et il a dit supprimer le cash. Et évidemment, dans sa communication qui a suivi tout le week-end, rien n'a été pris du reste de l'audition qui était pourtant passionnante. Il y a juste eu parce qu'il a fait le buzz sur 12 secondes 45 de la commission d'enquête qui avait quand même duré 6 mois. Donc, c'était plutôt... Alors, je peux vous le dire, puisque j'y étais, c'était plutôt sur le ton, cassons le thermomètre pour faire tomber la température. C'était pas du tout, il n'y avait pas de tenant, pas d'aboutissant, pas de structure, etc. Donc, la réponse est non. La réponse est non. Nathalie, les filières de blanchiment passent aussi par l'art, les ONG ou plein d'autres systèmes, notamment le commerce de seconde main. Donc, est-ce que l'argent liquide est vraiment le maillon le plus risqué ? Forcément, parce qu'il est le moins traçable. Mais vous avez dans la criminalité organisée des choses tout à fait formidables qui sont par exemple la Walla, qui ressemble aux banquiers des rois maudits, aux lombards des rois maudits, avec des compensations qui se font à des milliards de kilomètres, à des millions de kilomètres. L'argent ne bouge pas de France, mais on le retrouve partout au Moyen-Orient ou ailleurs. Cette Awala est un système traditionnel qui n'a rien à voir avec les systèmes bancaires ou autre chose, qui est basé sur la confiance. Et vous avez évidemment tout un tas d'autres dispositifs. Concrètement, on peut en parler ? Bien sûr. De quel dispositif voulez-vous parler ? J'aimerais vous demander, si on limite fortement le cash, est-ce qu'on ne pousse pas les réseaux terroristes à inventer des circuits encore plus discrets ou sophistiqués ?
Oui, mais de toute façon, moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Vous gagnez votre argent. Déjà, vous avez du mal à le retirer de la banque. Enfin, vous pouvez vous acheter des porte-jartelles ou entretenir qui vous voulez sans que votre banquier ait la trace de ce que vous achetez. Enfin, c'est un problème de liberté publique. Je gagne mon argent honnêtement, je le retire de mon compte bancaire et je le dépense comme je veux. Bon, il y a déjà un certain nombre de restrictions parce qu'évidemment, pour taper les réseaux criminels, évidemment, il faut taper tout le monde puisque de toute façon, la loi est faite pour tout le monde. Enfin, si vous êtes un citoyen, président Retailleau dit la France des honnêtes gens. La France des honnêtes gens gagne de l'argent. La France des honnêtes gens a des étudiants, des enfants étudiants aux États-Unis. La France des honnêtes gens veut envoyer 5 000 € à sa fille ou à son fils qui est à l'université à New York. Et la France des honnêtes gens a beaucoup de problèmes pour envoyer cet argent. Donc, si vous voulez, à un moment, il faut faire la part des choses. Et moi, je crois qu'il y a des niveaux d'intervention qui me semble beaucoup plus important que le cash, qui de toute façon, aujourd'hui, les services nous disent qu'il n'y a jamais eu autant de cash en circulation. Vous avez tous les jours, Gare du Nord, des gens qui sont arrêtés avec 300 000, 200 000, 100 000 € en cash. Ça arrive absolument tous les jours. Ce qui prouve que quelque chose ne fonctionne pas. Alors, venons-en aux crypto-monnaies et notamment au bitcoin dont parlait Alexandre. Vous considérez que c'est un outil d'émancipation ou de fuite fiscale ? Mais non, c'est un outil qui existe, qui n'a rien à voir avec la fraude fiscale. D'ailleurs, les dispositifs qu'on a votés permettent des saisies, des portefeuilles, etc. Donc, c'est rentré dans un dispositif absolument normal. C'est un outil comme un autre qui, aujourd'hui, fait partie du paysage financier. Et vous mettez derrière donc cette circulation d'argent, vous mettez aussi ces nouveaux moyens de paiement numériques, une surveillance qui s'augmente de jour en jour. C'est une conséquence ou alors c'est vraiment vous ? Moi j'ai un souci, je vais vous le dire très clairement. Je pense qu'il y a une méconnaissance complète du dispositif, et je parle pour moi parce que je progresse tous les jours en la matière. Enfin, je fais au moins l'effort, n'est-ce pas, cher ami ? Et on vous remercie d'ailleurs. Bon, de comprendre, parce que vous avez on est parfois sur ce sujet, comme il y a 10 ans, il faut bloquer Facebook, il faut bloquer l'Internet. Vous ne pouvez pas arrêter le vent. Donc, je veux dire, il y a un moment, on a voté, pour faire plaisir aux rapporteurs, dans le texte sur les narcotrafics, l'interdiction des mixeurs de cryptoactifs. Pour nos auditeurs, les mixeurs, rappelons ce que c'est. C'est un dispositif de confidentialité, ça permet de mélanger l'origine de différents flux et de les ressortir pour qu'on ne puisse plus tracer. C'est-à-dire la rendre non, c'est mieux qu'on échange. La rendre devant un spécialiste, je ne vais pas vous bredouiller un truc informe alors que vous avez le spécialiste qui est là. Bon, donc si vous voulez vous brouiller, comme des œufs brouillés, vous perdez l'origine de votre œuf. La métaphore. Voilà, vous brouillez, et donc vous créez de l'opacité. Bon. Alors, on va interdire les brouilleurs, les mixeurs en France. Bon, enfin, les gens, ils vont mixer n'importe où, puisqu'ils mixent sur le cloud, ils mixent n'importe où. Donc, je veux dire, les interdire en France est d'une méconnaissance absolue de ce que c'est qu'un cryptoactif. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Bon, on l'a voté, il sera totalement inapplicable. Mais le signal est terrible parce que c'est l'interdiction de la vie privée, d'une certaine façon, justement. Mais justement, à force de vouloir tout tracer, on risque pas d'installer un vrai flicage des citoyens ordinaires et de pénaliser les gens qui vont acheter leur baguette avec 1,10 € en espèces, les gens qui ont besoin de... on va les priver justement de la possibilité de dépenser facilement. Mais je vous rassure, les marchands d'armes continueront à acheter en cash avec des valoches, personne ne les embêtera. Je parle du français... Oui, non, mais justement, gens, oui, mais moi je vous parle des autres. Non, on n'en est heureusement pas du tout là. Mais enfin, il faut reconnaître quand même que la circulation massive de cash est un élément de la criminalité organisée et qu'à un moment, il faut bien réguler tout ça, ou en tous les cas essayer. Mais il y a d'autres moyens. Alors dites-nous, je sais que vous travaillez justement intensément sur ce genre de problématiques. C'est quoi les véritables moyens que vous souhaiteriez voir aboutir ? Du moins, quels sont les moyens qui sont intégrés à votre combat ? Alors, d'abord, c'est la lutte contre la fraude fiscale, qui me semble une évidence. On a des paradis fiscaux, on a des ports francs, on a un certain nombre d'îlots à l'abri des zones de non-droit. Nicolas Sarkozy avait lancé lors d'un G7 ou d'un G20, je ne sais plus lequel, à Deauville, les paradis fiscaux, c'est fini, ça n'a jamais aussi bien marché. Bon. Donc, si vous voulez, il faut commencer par le commencement, puisque la criminalité organisée utilise les réseaux de la délinquance financière.
Ensuite, on doit balayer devant notre porte. Par exemple, les entreprises en France n'ont pas à déclarer si elles ont des comptes à l'étranger, contrairement aux particuliers. C'est peut-être bien déjà d'avoir cette obligation de déclarer si vous avez un compte à l'étranger. C'est quand même pas dramatique de faire cette déclaration. Ensuite, vous avez un manque de contrôle au départ d'un certain nombre de techniques, enfin de procédés, lorsque vous allez créer une entreprise. Évidemment, il faut que ça aille vite, parce que le chef d'entreprise a besoin de son cabis tout de suite, etc. Et donc, il y a un certain nombre de contrôles qui ne se font pas, notamment l'origine des fonds, notamment les porteurs de parts, etc. Donc nous, ce qu'on demande, c'est un peu plus de contrôle au départ pour sécuriser la chaîne des entreprises, parce qu'on a ce qu'on appelle les entreprises éphémères, des entreprises qui ne sont créées que pour frauder à la fois l'URSSAF et la TVA. Bon. On a aussi besoin d'un logiciel de détection précoce de fraude à la TVA. C'est 25 milliards par an quand même. Quand vous cherchez de l'argent, que vous allez réduire la taille des sparadraps, que vous allez réduire les retraites, que vous allez avoir un certain nombre de problèmes, vous avez une criminalité organisée qui pèse 50 milliards d'euros en France, laquelle on récupère grosso modo 2%. Donc, on ne s'attaque pas à la source. Donc, on s'attaque. Ah non, on s'attaque pas à la source. Et je veux dire, comme bouc émissaire, les cryptoactifs me semblent pas légitimes. Donc, selon vous, on fait semblant à tout niveau et des gens comme vous essayent de mener le combat contre vents et marées, mais le vrai problème n'est pas adressé. Non, mais moi, je pense que tant qu'on n'aura pas tapé la fraude fiscale, tant qu'on n'aura pas tapé la fraude sociale de façon sérieuse, on pourra en reparler une seconde, il y a un certain nombre de croisements de fichiers qu'il faut faire. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'atteinte aux libertés, c'est simplement un problème de coordination des données. Je peux vous donner un exemple si vous voulez. Allons-y. Vous n'avez pas de lien aujourd'hui. Et pourtant, le dispositif existe, mais il n'est pas appliqué. Entre le service des étrangers et les organismes de sécurité sociale. Vous êtes un travailleur américain, canadien, suédois. Vous venez en France, vous avez un titre de séjour, un contrat de travail, une carte vitale. Normal. Votre contrat de travail se termine. Votre titre de séjour expire, ça ne désactive pas votre carte vitale. Il n'y a pas de lien entre les deux. J'ai un permis de conduire, je deviens aveugle, on ne me retire pas mon permis de conduire. Je vous explique en gros. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a 500 000 personnes aujourd'hui dans nos systèmes, en trop, simplement parce qu'ils ont perdu cette condition de résidence régulière. Je ne parle pas des gens en situation irrégulière, je parle de gens qui sont arrivés en situation régulière. Donc là, il faut croiser les données de façon un peu plus efficace, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Mais on est juste sur un problème informatique, si on prend le problème à la base. On est juste sur un problème de volonté, parce que le dispositif légal existe, on l'a voté. La volonté. Le débat est passionnant. Une poignée de secondes pour conclure. 30 secondes, Nathalie. Est-ce qu'il est pour vous préférable d'avoir une société parfaitement contrôlée ou une société libre avec un peu de déviance ? Moi, je pense qu'il faut de la volonté politique pour s'attaquer au vrai sujet. Et le reste est anecdotique. Alexandre, 30 secondes. Libre avec un peu de déviance. La déviance est consubstantielle à la démocratie. Un totalitarisme est toujours mieux organisé. Merci beaucoup Nathalie Goulet, Alexandre Tchatchenko. Je rappelle que vous êtes sénatrice de l'Orne, oui. Nathalie, et directeur de la stratégie chez Pemium, le numérique pour tous. Nathalie, oui, un petit mot sur votre livre qui est assorti à votre tenue aux couleurs de Sud Radio. Donc Nathalie Goulet, l'argent du terrorisme, avec une magnifique préface de Jean-Charles Brizard. C'est passionnant, c'est exaltant et vous allez découvrir beaucoup de choses dont vous ne vous doutez pas pour aller plus loin par rapport à cette émission. Voilà, merci pour la petite pub. Merci le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés et ceux de nos invités. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.